Bonjour. Donnez-moi une douzaine d'enfants bien portants, bien conformés et mon propre milieu pour les élever, et je garantis de prendre chacun au hasard et d'en faire n'importe quel type de spécialiste existant. Docteur, juriste, artiste, commerçant, et même mendiant et voleur, sans tenir compte de ses talents, penchants, tendances, capacités, de sa vocation, née de la race de ses ancêtres. Rassurez-vous, ces propos ne sont pas les miens, mais plutôt de Monsieur John Produce Watson. Ce monsieur, que vous connaissez peut-être pas, est considéré comme le père du behaviorisme. Lui caractérise ce courant pédagogique comme étant un rejet total de toute préconception théorique et fonde sa théorie uniquement sur l'observation de la conduite. Il s'agit selon lui d'une approche qui consiste à se concentrer uniquement sur le comportement observable, de façon à démontrer comment elle est déterminée par l'environnement et les interactions de l'individu avec son milieu, sans toutefois faire appel à des processus mentaux non observables. Pour les behavioristes, le cerveau n'est pas un sujet d'étude. La conception behavioriste de la psychologie se fonde sur trois principes. Le premier principe, c'est la nécessité de créer une psychologie objective. À ce propos, il y a une histoire qui illustre ce premier critère et qui a cours chez les psychologues. Il s'agit de deux behavioristes qui font l'amour. À la fin, l'un des partenaires dit à l'autre: j'ai observé que c'était bien pour toi, mais comment c'était pour moi? À travers cette phrase, vous remarquerez que ce que le behaviorisme attend, c'est qu'en toutes circonstances, il faut se refuser à l'introspection pour s'en tenir à des observations objectives d'autrui. Sa conception est que la psychologie introspective se fonde sur des hypothèses erronées et ne pourra jamais parvenir à des conclusions vérifiables. L'emploi d'une méthode objective permet d'établir des faits publics qui peuvent être observés et vérifiés par des observateurs extérieurs et indépendants. Un observateur extérieur ne peut ni voir ni toucher les états mentaux du sujet qui s'introspecte. Personne n'a jamais touché une âme. On ne peut pas être au balcon et se regarder passer dans la rue. Le deuxième principe, c'est que l'objet de la psychologie, c'est le comportement. Tout d'abord, pour Watson, le comportement correspond en première approximation à ce qu'un individu fait et dit, et non pas ce qu'un observateur
peut voir faire ou entendre dire par une personne. Le comportement désigne les mouvements physiques ou les gestes, c'est-à-dire toute l'activité corporelle ou motrice d'un être vivant. Comment lever le bras, se gratter la tête, faire de la bicyclette. Face à ces mouvements externes, on distingue d'autres qui peuvent être qualifiés d'implicites car ils ne sont pas observables que par l'intermédiaire d'instruments d'observation spécifiques, comme par exemple les battements du cœur et les glandes salivaires. Prenons quelques exemples. Une lumière très intense affecte vos organes ou récepteurs visuels. Qu'observe-t-on? Vos pupilles se rétractent, vos paupières s'abaissent et grand soulagement, la lumière vive n'excite plus vos yeux. Vous avez faim? Votre estomac se tord dans tous les sens. Ces crampes de muscles stomacaux poussent votre corps à se déplacer jusqu'à la cuisine où il se met à s'alimenter. Une fois rassasié, les contractions musculaires de votre estomac disparaissent. Mais voilà que quelqu'un sonne à la porte et vous vous mettez de nouveau en mouvement. Que peut-on tirer de ces exemples? D'une part, que tout mouvement a toujours une cause, c'est-à-dire qu'il constitue une réaction à quelque chose. Ce quelque chose qui pousse l'organisme à agir est appelé, en langage behavioriste, stimulus, étymologiquement aiguillon. Le behavioriste emploie le terme stimulus dans un sens physiologique, c'est-à-dire tout ce qui, en affectant les organes sensoriels, déclenche un mouvement réactionnel de ou dans l'organisme. D'autre part, les mouvements réactionnels causés par les stimuli ont une fonction d'adaptation et d'ajustement. Le comportement est donc une relation entre un stimulus, qui est un objet physique et objectivement observable et mesurable, provenant de milieux externes ou internes, et une réponse, mouvement externe ou interne, objectivement observable et mesurable, produite par un organisme en réaction aux stimuli qui l'affectent. Le troisième principe du behaviorisme, c'est que l'objectif de la psychologie, c'est la prédiction et le contrôle. Voilà ce que dit Watson. Je voudrais pouvoir montrer comment nous ferions un riche et merveilleux individu de tout enfant bien portant, si seulement nous pouvions le former convenablement et lui offrir un univers où son organisation puisse s'exercer. Le monde changera si vous élevez vos enfants dans la liberté behavioriste. Et continue, je souhaite par l'étude des mécanismes de comportement que les gens puissent agir aujourd'hui de façon différente qu'ils ne le faisaient hier. La psychologie behavioriste vise à faciliter aux hommes et femmes la réorganisation de leur propre existence, et spécialement l'éducation de leurs enfants. Cet objectif ne peut être atteint que si la psychologie parvient à prédire et à contrôler les comportements. En langage behavioriste,
Ceci signifie que, connaissant le stimulus, qu'on désigne par la lettre S, le psychologue peut prédire la réponse qu'on désigne par la lettre R. Et que pour contrôler ou prédire une réponse souhaitée, le psychologue doit connaître le stimulus déclencheur. Pour résoudre ces problèmes de stimulus et de réaction ou de réponse, la psychologie doit s'appuyer sur les lois de comportement en recourant aux connaissances de la psychologie animale. Rappelant à cet effet que le behaviorisme se base sur l'expérience Pavlov. On ne peut pas comprendre la théorie behavioriste sans connaître les fondements de la théorie de Pavlov sur le conditionnement animal et les réflexes conditionnés. En effet, en 1889, le physiologiste Ivan Petrovitch Pavlov s'amusait à accompagner la nourriture du chien par des stimulés sonores. Il découvre alors qu'après quelques semaines d'accoutumance, la simple audition du signal sonore, sans nourriture, déclenche la salivation chez l'animal. À l'époque, ceci prouve que l'animal fait le lien entre le son entendu et l'arrivée de la nourriture. Depuis, le terme désigne par extension tout type de réflexe conditionnel, c'est-à-dire lorsque le cerveau fait le lien entre le stimulus, pas forcément sonore, et l'action qui suit. Pavlov avance alors l'idée que les réflexes se divisent en deux catégories. Les réflexes innés qu'un individu ou un animal possède dès la naissance, les réflexes conditionnels qui sont acquis par l'apprentissage. Le terme réflexe de Pavlov est maintenant utilisé de façon péjorative pour désigner un comportement irréfléchi et récurrent. La théorie behavioriste se heurte à plusieurs limites. La première critique qui a été faite à la théorie behavioriste, c'est que dans ses travaux, Watson a essayé de transposer le conditionnement pavlovien de l'animal sur l'homme. En plus, la théorie behavioriste dénie toute réalité à la conscience ou lui refuse toute valeur causale dans l'activité. Cette théorie rejette l'introspection, ni l'existence des images mentales et des idées, conçoit la seule réalité comme matérielle, la seule causalité comme mécanique. Stimulus, réflexe. Elle considère toute finalité consciente comme une fiction, considère toute activité comme l'élaboration d'un réflexe conditionné et sur cette base prétend expliquer toute action humaine comme étant purement et simplement une réponse de l'organisme à une stimulation. Réduit émotions et sentiments à des activités viscérales et glandulaires. Enfin, elle décrit la pensée comme un mouvement musculaire.